La terre bleue flotte dans l'espace. De quoi se compose la terre? Nous disons maintenant d'éléments ou de corps simples et de leurs composés. Alors nous énonçons des mots tels que hydrogène, oxygène, carbone, soufre, magnésium, or, cuivre, zinc, mercure, potassium, puis acide, base, sel, sulfate, phosphate, carbonate, chlorure. Un mot par chose, une chose par mot. Ainsi, lorsque nous disons azote, ce mot associe des lettres. L'aleph est le tau des Hébreux, l'alpha est l'oméga des Grecs, le A et le Z des Latins. Et le mot vitriol, qui viendrait de vitreus, vitreux, voir à travers. Les expressions vitriol vert, blanc ou bleu signifiaient ce que nous nommons aujourd'hui sulfate de fer, de zinc ou de cuivre, tous en effet d'apparence vitreuse. C'est un premier sens, mais il en est un autre, plus secret, celui des alchimistes. V comme visita, I comme interiorem, T comme terrae, R comme rectificando, I comme invenies, O comme occultum, L comme lapidem. Visite l'intérieur de la terre et par rectification, tu découvriras la pierre philosophale. Nous ne comprenons plus à quelles opérations cet alphabet fait allusion. Nous avons perdu la clé de ce langage. Comment faut-il le lire ou l'entendre? Nous avons oublié sa légende. Partons visiter l'intérieur de la Terre. Nous avançons et nous quittons l'astronomie. Ce n'est déjà plus une planète. Avançons plus près pour observer les mers et les continents. Nous voilà cartographes ou géographes. Si nous entrons dans les mines assez profondément, nous voilà géologues ou géophysiciens, cristallographes même. Nous commençons à chercher de quoi elles se composent. Mais là se pose un redoutable problème qui divisa très vite les savants et sans doute les divise encore. Qui parle de cette matière? La chimie ou la physique? Le chimiste ou le physicien? Quelle différence faire entre ces deux sciences? Nous disions autrefois la physique ça se comprend, la chimie ça s'apprend. Cela voulait dire que la première découvre et dicte des lois rigoureuses concernant l'espace et le temps, l'énergie et la puissance, alors que la seconde se contente de décrire les réactions exactes par lesquelles les divers corps se séparent, se transforment, se mêlent. L'exemple du mélange rend cela plus clair. Si un morceau de sucre fond dans l'eau, voilà un mélange physique, car le sucre et l'eau restent les mêmes. Mais quand le sucre lui-même devient alcool, puis éthylène, puis carbone, puis hydrogène, puis acide carbonique, il se transforme par une réaction chimique. La formation des mots chimiques cherche à décrire au mieux la formation des choses. La chimie cherche à faire correspondre les mots et les choses, car son but fut toujours de former une langue exacte pour désigner les divers corps constitutifs de la matière et la manière dont ils sont composés. Nous sommes à Pune, au sud de l'Inde, dans un atelier de teinture. Teinture a signifié d'abord l'art de teindre, avant de désigner la substance capable de changer les couleurs. En pharmacie, le mot décrit une préparation additionnée de substances médicamenteuses. L'exemple de la teinture d'iode est le plus connu. Avant de transformer la matière en profondeur, on change ici les couleurs de la surface, dont on change l'apparence. Cela posa très vite la question du faux. Sans doute l'alchimie naquit de la lutte entre l'authentique et la contrefaçon, entre le vrai et le faux. Car la même transformation des choses peut servir à les cacher ou à les repérer. La même science peut servir aux voleurs et aux gendarmes. La même substance sert de poison et de remède.
La même langue sert à mentir et à dire le vrai. D'où l'idée de former une langue secrète, celle de l'alchimie. Si secrète même que nous ne sommes pas sûrs de vraiment la comprendre. Qu'est-ce que l'élixir ou pierre philosophale? Les fleurs de Jupiter sont-elles l'oxyde d'étain? Gestation équivaut-elle à réaction? Le bain-marie répète-t-il exactement la recette de Marie la Juive? Sous les questions posées par cette science vaine et perdue, l'alchimie, on entrevoit ici le début des véritables questions posées aujourd'hui par la véritable science, la chimie. Quelle puissance? Pour qui? Et dans quel but? La chimie suscite de puissantes réticences, car nous avons peur de quitter la nature, qui nous paraît vraie, et nous craignons le factice et l'artifice qui nous paraissent faux. Un atelier de forgeron en Malaisie, un atelier de potier en Égypte, celui d'un verrier en Chine. Et ici au Tibet, la boutique d'un marchand de couleurs. Le potier travaille à froid, le forgeron et le verrier ont besoin d'un fourneau brûlant. Aucun atelier ou laboratoire de chimiste ne peut se passer de feu. Seule la chaleur intense peut atteindre l'intérieur de la terre, accéder aux entrailles de la matière et changer les liaisons intimes des corps entre eux. Chercheur ou industriel, le chimiste sort de la grande et double lignée de ses artisans, mais aussi des pharmaciens. Il explique la Terre, les deux genres de corps qui l'occupent, les inertes et les vivants, puisque la chimie se divise en chimie organique, celle des dérivés du carbone, et en chimie minérale, celle des autres corps. Des combustibles à la métallurgie, des industries des matières plastiques à l'agroalimentaire, de l'inerte au vivant, minéral ou organique, la chimie, devenue aujourd'hui l'une des puissances économiques majeures, fabrique le monde qui nous entoure. Lunettes, vêtements, automobiles, peintures, colle, silicone, verre, films, cosmétiques, médicaments, sucre, alcool, hormones, vitamines. Elle nous soigne, elle nourrit nos enfants. Et la biochimie, d'où naissent de nouveaux vivants. Si les alchimistes rêvaient de transmuter les choses, alors nous avons réalisé ce vieux songe. Les télescopes restituent à l'aide de spectrographes la composition chimique des étoiles. Les couleurs correspondent à des éléments chimiques, rouge, bleu, vert, fer, azote, oxygène. De même, notre corps tout entier est de la chimie. Nous sommes faits de tout ce qui compose une étoile. Fer, azote, carbone, oxygène. En 1704, Isaac Newton publie son optique. Et là,
Il considère non seulement les phénomènes de la lumière, mais aussi de l'électromagnétisme, mais aussi de la biologie, de la géologie. Or, à la fin de l'optique, Newton énonce ses inquiétudes ou les questions qui restent à résoudre, et la dernière nous fait passer tout d'un coup de la physique théorique des principia ou expérimentale de l'optique à la chimie. Et la question que pose Newton est la suivante. Lorsque nous faisons une réaction chimique, il y a des corps qui se décomposent et dont chaque partie va l'une vers un premier corps, l'autre vers un deuxième corps. Comment se fait-il qu'il y ait une sorte de choix, qu'un élément aille plutôt vers l'un et que l'autre élément aille plutôt vers l'autre? On dirait que ces corps ont une affinité. Et lorsqu'on dit affinité, on dit bien qu'un homme aime telle femme à l'exclusion de tels autres, ou qu'une femme aime un homme à l'exclusion de tels autres. Et là où il a une affinité par choix. Il y aurait donc des forces d'attraction, mais des forces d'attraction électives, et puis aussi une force répulsive. Et cela met Newton mal à l'aise dans la mesure où, semble-t-il, il n'y a qu'une force générale, qu'il n'y a pas une force différente qui attire la Terre vers le Soleil, Mars vers le Soleil, Vénus vers le Soleil, ou une force encore différente qui attirerait la Lune vers la Terre. Il n'y a qu'une force appelée gravitation, et cette gravitation est bien nommée universelle, puisque c'est la même qui s'exerce pour tous les corps de l'univers. Mais en chimie, comment se fait-il que tel corps se divise et aille choisir plutôt le chlore ou plutôt le sodium? Il se serait donc occupé de chimie. Y aurait-il donc un Newton secret? Y a-t-il un Newton public, celui qui a tant réussi dans ce modèle extraordinaire, et un Newton secret? Quand on fait le compte, on s'aperçoit que le nombre des papiers de Newton qui s'occupent d'alchimie est beaucoup plus élevé que les papiers de Newton qui s'occupent d'autres sciences, et qu'au bout du compte, il aurait passé beaucoup plus d'heures à expérimenter sur le fourneau des alchimistes qu'à calculer et à déduire de sa force la totalité des mouvements de l'univers. Et la vraie question se pose alors, et elle se pose doublement. À propos de la force d'attraction de gravitation universelle, est-ce que cette force découverte par Newton aurait servi de modèle pour comprendre là où les forces d'attraction entre les éléments chimiques au moment des combinaisons, et auquel cas on va du connu vers l'inconnu, ou au contraire, Newton, alchimiste, aurait cherché toute sa vie les forces d'attraction qui poussent tels éléments vers tel autre, ou les forces de répulsion qui les font se diviser, et alors, là, de chercher en vain la mesure et la nature de ces forces, aurait tenté d'appliquer à l'univers entier une idée de ce genre et serait tombé sur le cas simple de la gravitation universelle. Lorsque le sel de tartre coule par défaillance, écrit Isaac Newton, cet effet n'est-il pas produit par une attraction entre les particules de sel de tartre et les particules d'eau qui flottent dans l'air en forme de vapeur? Et d'où vient que le ciel commun, le salpêtre ou le vitriol ne coule point par défaillance, si ce n'est faute d'une telle attraction? Quelle autre cause que cette force attractive peut faire que l'eau, qui distille toute seule par un degré de chaleur très modéré, ne distille point d'entre le sel de tartre sans une violente chaleur? Et lorsque l'eau et l'huile de vitriol, versées successivement dans un même vaisseau,
acquiert un degré de chaleur très considérable en se mélangeant ensemble, cette chaleur ne prouve-t-elle pas que les parties de ces liqueurs sont dans un grand mouvement? Et ce mouvement ne prouve-t-il pas que les parties de ces deux liqueurs mêlées ensemble s'incorporent avec violence et que par conséquent, elles concourent avec un même mouvement accéléré? Saturne le plomb, Jupiter l'étain, la Lune l'argent, le Soleil l'or, Mars le fer, Vénus le cuivre, la Terre l'ensemble. Voici disposés comme des tables les noms des planètes rapportés à ceux des métaux, les notes de musique rapportées aux couleurs de l'optique. Les poids des corps, écrit Isaac Newton, les poids des corps ne dépendent point de leur forme et de leur texture, car si ces poids varient avec la forme, ils seraient tantôt plus grands et tantôt moindres, selon les différentes formes, quoique la quantité de matière fût la même. Autrement dit, quoi qu'il arrive à la matière, elle conserve sa masse d'une façon ou d'une autre, sous tel ou tel aspect. C'est ce qu'on appellera la conservation de la masse. Ce sera le fondement même du travail de Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Newton était au carrefour entre les alchimistes, disons, anciens et les mécaniciens modernes. Newton a accompli une révolution considérable en matière d'astronomie et de mécanique. Lavoisier, né en 1743 et mort en 1794 sous la Terreur, est au carrefour, lui, de la révolution politique, la Révolution française, et d'une révolution scientifique presque analogue. Lavoisier se levait tôt le matin, comme tous les grands producteurs, travaillait de 6 à 8, de 8 heures du matin à 6 heures l'après-midi, vaquait à ses occupations administratives ou financières, s'adonnait à la recherche de nouveau le soir, en donnant une journée par semaine à la science. Et il entraînait là, d'ailleurs, sa femme, qui faisait des travaux de dessin, de peinture et d'écriture pour lui. Elle est restée d'ailleurs assez célèbre, elle s'appelle Marianne Pauls, et elle est à peu près représentée dans toutes les peintures et les sculptures de l'époque. Il faut savoir que Lavoisier, grâce à sa fortune personnelle de collecteur d'impôts, de fermier général, avait assemblé chez lui le laboratoire le plus sophistiqué du monde de l'époque. Et il est probable que Lavoisier est arrivé au résultat que l'on sait en raison de la finesse et de la sensibilité de ses balances. À 20 ans, Lavoisier participe à une mission scientifique ayant pour but de cartographier la France. Il ne fait pas que mettre des légendes en régions traversées, ce que font toutes les cartes. Il en profite pour analyser l'eau qu'il recueille sur les versants des Vosges. 5 ans plus tard, il sera admis à l'Académie des sciences pour des ouvrages comme le passage de l'eau à l'état de glace, ou le tonnerre, ou l'aurore boréale. L'eau qui se transforme en glace ou en vapeur d'eau, liquide, solide, gazeuse, l'eau donne à voir tous les états de la Terre, chacun vit dans la chimie de notre planète. Lavoisier va montrer que l'eau n'est pas un élément, mais deux. N'est pas un corps simple, mais un corps composé. 2 gaz, hydrogène, oxygène.
Ainsi, Lavoisier écrit les mots de l'eau. L'air, le vent, souffle les feuilles, penche les arbres, accélère le lent mouvement des nuages au-dessus de notre tête. L'air est un gaz invisible qui nous entoure de toutes parts. Il remplit ce qui nous paraît vide, une bouteille, un verre, une maison. Il entoure la Terre jusqu'à une hauteur de 150 km et forme l'atmosphère. On ne voit pas l'air, pourtant il est là, lorsque l'on court et qu'il fouette le visage. Lorsqu'il y a du vent, le vent, c'est de l'air en mouvement. L'air, gaz inodore et incolore, occupe tous les espaces qui nous semblent vides. L'air, c'est de l'oxygène et de l'azote. Voici l'intérieur de la Terre. Couche de sédiments, de craie, d'argile, de granit, qui forment la Terre que nous voyons en vrai, et puis là en faux. Comme dans ces livres d'enfants où chaque roche était figurée par des petits points ou des couleurs, légende de la Terre. Il y a plusieurs terres comme la chaux, la barite par exemple. La Terre est un mélange. La Terre est l'ensemble des éléments, l'ensemble des mélanges. Après Lavoisier, ces éléments primitifs, l'eau, l'air, la terre, changent de sens et deviennent de multiples corps, en nombre supérieur, une trentaine. Ils seront une centaine un siècle plus tard, qui nomment la matière. La balance indique le même poids, avant et après l'expérience. Avant et après que l'étain ait brûlé. Cependant, le métal transformé en oxyde pèse plus et l'air contenu dans le vase pèse moins. L'alchimie a vécu. On ne peut plus dire que la combustion est faite d'une matière et d'une flamme, ou autre façon de dire les choses, on ne peut plus dire que lorsqu'un métal brûle à l'air et s'oxyde, dirions-nous aujourd'hui en langage moderne, il perd le quelque chose que l'on voit brûler. Rien ne se perd. Comment garantir que la flamme des réverbères éclaire et ne s'éteigne pas? Il fallait découvrir ce qu'était l'air, dont l'un des composants actifs est un gaz qui se mélange avec ce qui brûle, avec la substance qui brûle. Ce gaz, c'est l'oxygène. Le phénomène, la combustion. Dès lors que le principe magique de la flamme, du feu qui fait ceci ou qui fait cela, était écarté, les découvertes étaient possibles. La matière se compose, la matière se décompose. La matière est faite d'éléments, on peut transformer la matière, rien ne disparaît par magie. Tout reste là, d'une façon ou d'une autre. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Cela, Lavoisier ne l'a jamais dit. Ce sont ses découvertes qui le disent. Et le principe « rien ne se perd, rien ne se crée », c'est la fin de la magie. La magie, d'une certaine manière, consiste à dire qu'il y a des choses qui se créent et des choses qui se perdent sans laisser aucune trace. Quel est le principe antimagique par excellence? C'est rien ne se perd, rien ne se crée. Quel est l'instrument antimagique par excellence? C'est la balance. Parce que la condition de l'équilibre, c'est justement rien ne se perd, rien ne se crée, c'est-à-dire l'équivalence stricte. Et par conséquent, en mesurant le plus finement possible dans les réactions chimiques ce qui se perd et ce qui se récupère, c'est-à-dire en faisant fonctionner de manière précise l'équivalence, Lavoisier est arrivé à tous ces résultats. Et pourquoi des balances très fines? Parce que très souvent, Lavoisier travaillait par exemple sur des gaz et qu'il fallait donc des balances extraordinairement sensibles.
on pourrait dire aussi qu'il était fermier général. Et que quand on est fermier général, on connaît parfaitement la comptabilité. Mais voyons, qu'est-ce que la comptabilité, sinon la recherche de l'équilibre des bilans? Et qu'est-ce que c'est ce mot bilan, sinon le mot balance? Et comment se fait-il que par la suite, Lavoisier dit que l'économie, que la circulation de la monnaie était toujours soumise à l'équilibre? On a l'impression que dans son travail académique de recherche, dans son travail personnel de recherche et dans son travail de fermier général, Lavoisier a toujours utilisé la balance. Faut-il dire à la fin qu'il ait été victime de la justice, symbolisée elle aussi par la balance? C'est-à-dire que ces principes, ces équations, le mot équation voulant dire équilibre, équilibre voulant dire équivalence, n'aient pas été du côté de l'équité. L'air n'est pas de l'air. L'eau n'est pas de l'eau. La terre n'est pas de la terre. Allez, tâchez. Tous ces éléments sont des mélanges ou des combinaisons chimiques. Lavoisier va ainsi écrire la première page de la chimie. Il va lui donner une langue. Il va écrire les mots de la terre. Et c'est ainsi que l'alcali végétal caustique devint la potasse, l'alcali volatile caustique l'ammoniac, l'esprit de sel l'acide muriatique oxygéné, le barium l'apis solaris à cause de sa couleur rouge, Lavoisier le nomme barite, aluminium l'argent de l'argile puis alumine, arsenic qui était sandarac ou or-piment, soufre qui était le vitriol de fer, le sel chlorure de sodium, la chaux de l'hydroxyde de calcium, la craie, carbonate de chaux, la rouille, carbonate de fer, l'oxygène, la base de l'air vital, l'âme du monde. À partir de Lavoisier, on sait très bien que l'air, par exemple, est un mélange d'oxygène et d'azote et des gaz rares également. On dit que c'est un mélange physique. Tandis que lorsqu'on dit le sel de table, on sait parfaitement que c'est non pas un mélange, mais un corps constitué de tel corps chimique et de tel autre corps chimique. Et que par conséquent, c'est un corps unitaire dont, si on examine la molécule, on trouvera les traces de ses constituants. Il y a une architecture géométrique spatiale du corps où l'on peut lire des éléments différents mais qui ne sont pas du tout mélangés. La nature entière est faite d'éléments. Lavoisier s'attache à les nommer, à inventer un nouveau vocabulaire qui allait devenir celui de la chimie dans le monde entier. La nature tout entière n'est plus ce matériau sauvage que l'on découvre en plein vent. Elle suit un ordre patiemment construit en laboratoire où règne la maîtrise de la mesure. Le génie de Lavoisier est un génie à la fois expérimental et linguistique. Par l'expérience la plus raffinée possible, il démontre que les éléments, par exemple, ne sont plus des éléments. Il le démontre expérimentalement, mais ce pourquoi on est fondé d'une certaine manière à considérer Lavoisier comme le premier en chimie, c'est lui qui donne le langage. Et cette nomination des corps chimiques par un prénom et un nom, acide sulfurique ou chlorure de sodium ou chlorate, etc., c'est lui qui l'invente, c'est lui qui la met en scène, et depuis nous parlons le lavoisien. La République n'a pas besoin de savants. La légende raconte que cette réponse fut faite à Lavoisier alors qu'il demandait un sursis d'exécution pour finir des travaux scientifiques en cours. C'est tout de même au fermier général que la Révolution coupa la tête.
Lavoisier percevait des impôts, Newton lui-même était ministre des Finances. Compter, mesurer. Il arrive très souvent dans les sciences que l'on donne à une personne un rôle fondateur. Mais Lavoisier n'est peut-être pas cette statue énorme que l'on met à l'origine même de la chimie. C'est un très grand chimiste qui a été un très grand expérimentateur. Enfin, c'est la fin des amateurs. À partir de lui, il n'y aura plus que de grands professionnels, c'est-à-dire au fond, professeurs à l'université. Il fait bifurquer la chimie, mais il n'est pas l'homme des commencements comme on l'a dit souvent. La chimie existait avant lui, mais il a transformé le langage. Et qui transforme le langage est souvent considéré comme le créateur des choses. Newton indique un carrefour. Le carrefour des alchimistes qui vont disparaître peu à peu et de ces grands mécaniciens qui font de la science moderne. Il est lui-même ce mélange et ce carrefour-là. Lavoisier, quant à lui, est le carrefour de la politique et de la science, de la révolution politique et de la révolution scientifique. Mais il est aussi le carrefour des amateurs et des professionnels. C'est lui qui invente le grand laboratoire moderne et les instruments de précision avec le langage que nous utilisons maintenant. À partir de Newton, la chimie a conquis son territoire. À partir de Lavoisier, elle est à la conquête de l'université. La chimie va devenir la chimie des professeurs. Et Mendeleïev est un professeur. Saint-Pétersbourg, 1869. Jusqu'à Mendeleïev, on nommait ce que l'on découvrait. Les noms d'éléments cherchaient leur ordre, leur classement. Il fallait des tables comme pour le ciel, des tables de la terre, des tables d'éléments, une sorte de cartographie des éléments de la terre. Et là, Mendeleïev est un nouveau carrefour. Et c'est le carrefour qui définit peut-être le mieux la chimie, beaucoup mieux encore qu'avec Lavoisier ou Newton. Au XVIe siècle, au XVe siècle, et jusqu'au fond du Moyen-Âge, tous les observatoires astronomiques de l'Europe consignent dans des tables d'une précision de meilleur en meilleur les positions et les mouvements des planètes. Et donc nous avons, à mesure que l'histoire avance, pour chaque planète, Mars, Vénus, Mercure, etc., des observations et des notations de plus en plus précises. Voici des tables. Voici des tables en ordre. Elles ont des noms, les tables alphonsines, les tables tolédanes, et elles donnent des chiffres bien alignés, de plus en plus rigoureux. Et tout d'un coup arrive Kepler, et tout d'un coup arrive Newton, qui donne l'énoncé de loi. Les lois de Kepler, la loi de Newton. Et à mesure qu'on va des lois de Kepler vers la loi de Newton, on s'aperçoit qu'une seule loi, celle de Newton, tient dans sa main la totalité de ces tables. Nous n'avons plus besoin d'observer la position exacte aujourd'hui de telle ou telle planète, il suffit de la déduire de la loi de Newton. Et cette loi de Newton devient le modèle des sciences. Pourquoi ? Parce qu'une table amène à une loi.
c'est la table de la loi et la loi de la table. De la table observée à la loi déduite. La chimie espère ça comme toutes les sciences espèrent dans ce modèle. Les premières tables dressées par Lavoisier ressemblent un peu aux tables astronomiques des observations. Et vers quoi se dirige-t-on? Vers l'idée que la chimie, vers l'idée que les corps chimiques, vers l'idée que les réactions chimiques seraient peut-être à un moment susceptibles d'amener vers une loi comparable à celle de Newton. Et par conséquent, faire des tables de mieux en mieux organisées, où les observations seraient de meilleure en meilleure, donne à tous les savants l'espoir inouï de découvrir la loi, les lois de Kepler, la loi de Newton. Et lorsque Mendeleïev découvre son tableau périodique, tout d'un coup, cette découverte est considérée comme gigantesque. Pourquoi? Parce qu'on voit que la chimie est en marche vers son unité, que la chimie est en marche vers sa définition, que la chimie est en marche vers les lois, et que tout d'un coup, elle sera une science aussi forte et aussi belle et unitaire que la physique. Et l'importance du tableau de Mendeleïev est là. Il est au carrefour de deux choses. De la multiplicité bariolée des corps découverts. Il y a l'hydrogène, il y a l'oxygène, il y a les halogènes, il y a les terres rares, etc. Et même, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a des cases dans son tableau qui sont vides et qui seront remplies. Ce qui, bien entendu, amène toujours à l'analogie avec Le Verrier, qui, par le calcul, trouve des planètes qu'on n'avait pas encore vues, qui permet de prévoir, d'anticiper. Et si on anticipe, c'est que précisément, il y a une loi. Et voilà l'espoir de découvrir la loi. La cinquantaine d'éléments de la Terre connus au temps de Mendeleïev devaient être classés. Selon quel ordre? Comment chercher des groupes, des familles? Comment lire les éléments? Comment écrire le dictionnaire des mots de la Terre pour qu'il soit moyen de connaissance, mais aussi, et c'est là le génie de Mendeleïev, moyen de découverte? Il faut supposer que la matière est faite d'atomes. L'eau, par exemple, a un poids, une masse. L'eau est constituée d'atomes, le poids atomique de l'eau, 8 grammes d'oxygène pour 1 gramme d'hydrogène. Et il en va ainsi pour chaque élément de matière. Здравствуйте, Дмитрий Иванович. Здравствуй, дорогой. Снежок-то. Mendeleïev a l'idée de classer les éléments par leur poids. Et dès qu'un élément ressemble à un autre, ou a le même comportement, Mendeleïev va à la ligne et l'inscrit dessous. Quelquefois, pour respecter l'analogie entre deux éléments, ou même pour garder une régularité dans la croissance des poids, il triche, il saute des cases. Par exemple, masse 45, 68, masse 70. Simplement, il suppose qu'elles correspondent à des éléments restants à découvrir. Il prévoit les propriétés de ces éléments inconnus par comparaison avec les éléments voisins. Mendeleïev supposait qu'on les découvrirait. Ну что, изучил, Дмитрий Иванович? Садись. Классифицировать – это значит формулировать аналогии. Это как в словаре. Слова в словаре могут ссылаться друг на друга. Тебе надо понять, что материя состоит из атомов.
Вода, например, имеет свой вес, свою массу. Этот вес, эта масса состоит из атомов. Общая масса всех атомов воды 16 граммов кислорода на 2 грамма водорода. И таково оно у каждого элемента материи. Видишь, например, здесь массе 68 должно соответствовать тело, похожее на алюминий. Но этого тела нет. Вот это те части Земли, которых мы не знаем. Это как большая игра с ладошкой, да? Да, можно так сказать, да. Вот, например, этого элемента у меня нету. Но я предполагаю, что он затерян. И все равно размещаю остальные. Я их расставляю в порядке возрастания их веса. Раскладываю, и по интервалам получается, что некоторые тела обладают теми же качествами, что и другие, которые по соседству. И если хочешь, это как в алфавите. Некоторых букв не хватает. Я оставляю для них место. Но мы знаем, что эти элементы имеют похожие качества с их соседями. Здесь представлены все элементы Земли? Не все. Нет, не все. Ты же видишь, что я оставил пустые места. Я их предназначил для элементов, которых мы еще не знаем. Ведь Земля-то велика. En 1875, on découvre le gallium qui répond à ce critère. En 1879, on découvre le scandium de masse 45. En 1885, on découvre le germanium de masse 73. Tous étaient prévus par Mendeleïev. Mendeleïev et son tableau sont la première preuve de cette réalité. Le monde entier, la Terre tout entière sont faits d'atomes. Éléments, atomes, molécules, une molécule étant la plus petite partie d'un élément et l'atome la plus petite partie de la molécule. On peut aligner sur le tableau les formules sur des lignes, mais l'intérêt de la chimie, c'est la formule développée. C'est-à-dire que les atomes, les molécules, sont dispersés dans l'espace. Et cela forme des figures géométriques, ou régulières ou irrégulières. Par exemple, une des découvertes qui a fait couler le plus d'encre depuis maintenant une dizaine d'années, c'est la découverte des fullerènes. Les fullerènes sont des molécules tout à fait extraordinaires où il n'y a que du carbone. On les écrit C60. Mais ce qui est intéressant, c'est de dessiner le ballon de football. Et le ballon de football, tout à fait comme ceux avec lesquels on joue maintenant, qui sont des pentagones ou des hexagones qui forment la surface du ballon. Eh bien, ces fullerènes sont des molécules qui n'existaient pas dans la nature. Peut-être existent-elles, on en découvre, semble-t-il, dans le ciel maintenant. Et le chimiste est un architecte de ces molécules. Et sur ce ballon de football, eh bien, il peut accrocher d'autres molécules qui lui permettent de devenir ou un explosif dangereux pour faire une bombe, ou un antivirus pour faire un médicament. Et là, on voit très bien que l'intérêt, c'est le dessin de la molécule. Et que plus qu'un alphabet, c'est un désignateur de site. Et donc maintenant, l'objet de la chimie, c'est de monter ces objets extraordinaires, qu'ils soient naturels ou pas naturels. Et c'est là la chance de la chimie. Et c'est là sa nouveauté. Tout à l'heure, à propos successivement de Newton, de Lavoisier et de Mendeleïev, nous n'avons qu'exprimé des regrets. La chimie est explosée, elle est multiple, elle est bariolée, elle s'occupe de choses différentes. Elle n'a pas trouvé de loi. Elle n'est pas arrivée au stade des grandes sciences, la physique, les mathématiques, la physique théorique surtout, qui arrive à déduire ces phénomènes à partir de lois.
Et une révolution vient d'arriver. C'est la révolution de l'ordinateur. Et l'ordinateur simule les expériences, simule l'architecture de nouvelles molécules. On s'amuse à créer de nouvelles molécules par simulation. L'ordinateur est la chance de sciences qui n'ont pas de loi. L'ordinateur, qui est monté sur des algorithmes, est fondé sur une mathématique qui se moque de la généralité. Au fond, l'idée que nous avons, c'est qu'il n'y a de science que du général, il n'y a de science que de l'abstrait, il n'y a de science que de l'universel. Et donc, nous révérons Newton, la gravitation universelle, la physique théorique, etc. C'est très bien, c'est magnifique, et nous avons gardé le respect pour elle. Mais est en train de naître avec les algorithmes une mathématique plus procédurale, une mathématique qui reste abstraite, mais qui est cependant fidèle aux singularités. Les algorithmes procéduraux des ordinateurs peuvent aider à ces procédures lentes, modestes, intelligentes, fines, et trouvant les singularités des choses, mais la chimie. Tant mieux, parce qu'avec l'arrivée des ordinateurs, le singulier sera peut-être en pointe par rapport au général. L'intérêt de la simulation par ordinateur, c'est de nous faire voir. Maintenant, nous voyons des molécules, nous voyons se constituer sur les écrans d'ordinateur ces transformations de matière, ces architectures. Nous sommes devant le paysage des choses, le paysage secret des choses, le paysage secret de la constitution élémentaire des choses. Et d'une certaine manière, on peut prédire un grand avenir paradoxal à cette science qui n'a dans son passé que des regrets à n'être pas devenue générale. Depuis le haut de la tour Eiffel, Paris ressemble à un plan, à sa légende. Chaque ensemble d'immeubles est comme un morceau du puzzle. Il y a quelques terrains vagues, cases vides qui se rempliront un jour, on peut les prévoir, lieux de bureaux ou de maisons selon qu'ils sont près des beaux quartiers ou des centres d'affaires, près de Montmartre ou de la gare de Lyon. Paris, le tableau de Mendeleïev. Nos vêtements sont faits de molécules très grandes, ayant des masses moléculaires d'au moins 1000 grammes. Acétate, acrylique, nylon. Certains des passants portent des lunettes, d'autres des sacs, d'autres des parapluies, matière plastique. Comme ce bus qui traverse la ville, qui roule sur l'asphalte, cette matière chimique goudronnée venue du pétrole. La plupart des voitures qu'il croise sont faites de matière plastique ou composite, matériaux inventés par la chimie. Et sous le bus, sous la rue, les tuyaux, les câbles, les fibres qui courent dans toute la terre, la chimie présente partout. La chimie lisait le monde réel et tentait de parler le plus exactement possible sa langue. On l'accuse aujourd'hui de produire un monde factice, dangereux ou artificiel, qui s'éloignerait du naturel, en dessinant de nouvelles molécules, en composant de nouveaux matériaux, en synthétisant de nouveaux médicaments, en forgeant de nouvelles prothèses du corps, en dominant les processus de la procréation, en manipulant de nouveaux vivants. Elle tente en effet, mais comme beaucoup d'autres sciences aujourd'hui, de parler des mondes possibles, et donc d'en créer. Sans doute se distingue-t-elle au mieux de la physique par l'ouverture de ces possibles. La chimie nous fait peur, sans doute parce qu'elle entoure notre monde réel d'un monde possible, d'un monde virtuel. Or, ce possible, ce virtuel, c'est notre nouveau monde.